Comme je vous l'ai montré dans la première partie de cette série, Diddy a été au centre de nombreuses controverses depuis le début de sa carrière. Cependant, 90% des affaires ont été étouffées, de sorte que Diddy n'a jamais eu la moindre égratignure. Mais cela a changé à partir de 2024, lorsque plusieurs accusations ont été publiées par 3 femmes, et même un homme, dans lesquelles les choses les plus folles sont affirmées à propos de Diddy. Dans les actes d'accusation que j'ai lus et résumés pour vous, de nombreuses rumeurs que nous avons déjà examinées dans la première partie sont confirmées, ce qui nous permet maintenant d'examiner l'acte d'accusation de Diddy avec les connaissances de base nécessaires. N'oubliez pas de liker et de commenter, cela m'aide beaucoup et plus de gens voient les vidéos. Et maintenant, amusez-vous bien avec la deuxième partie du dossier Diddy. Several law enforcement agencies are raiding the home of hip-hop mogul P. Diddy. The federal raid at the LA mansion of Sean Diddy Combs. Federal raids involving hip-hop mogul Sean Diddy Combs. Avant d'examiner les accusations portées contre Diddy, nous devons d'abord répondre à une question très importante que chacun d'entre vous se pose probablement. Pourquoi toutes ces accusations contre Diddy ne sont-elles révélées que maintenant? Pour répondre à cette question, nous devons examiner brièvement la situation juridique à New York. En effet, à New York, un délai de prescription de 3 ans s'appliquait pendant des années aux actions civiles contre les crimes sexuels, jusqu'à ce que ce délai soit porté à 20 ans en 2019. Cependant, cette nouvelle loi n'était pas rétroactive. C'est pourquoi l'Adult Survivor Act a été créé en 2022. En vertu de cette loi, les victimes pouvaient, à partir du 24 novembre 2022, porter plainte contre les délinquants pendant 1 an, quelle que soit la date à laquelle l'agression avait eu lieu. Et c'est ainsi que les accusations contre Diddy ont commencé à pleuvoir. Au début, toutes les accusations contre Diddy n'ont pas été rendues publiques, mais le 16 novembre 2023, seulement 8 jours avant l'expiration de l'Adult Survivor Act, les premières accusations de Cassie, la petite amie de longue date de Diddy, ont été rendues publiques, dans lesquelles on pouvait lire des choses à la fois très folles et dérangeantes. Pour ceux qui ne savent pas ce que contient l'acte d'accusation de Cassie, je vais le résumer. Et ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'acte d'accusation peuvent passer les 5 premières minutes. Au début de l'acte d'accusation, on explique comment les deux se sont rencontrés fin 2005. Diddy a entendu Cassie chanter dans un club et a été tellement fasciné par elle qu'il lui a proposé un contrat chez Bad Boy Records. À ce moment-là, Cassie n'avait que 19 ans et Diddy 37 ans. Et bien qu'ils aient été en couple, Diddy a commencé à la harceler jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus agressif. Lors de la fête d'anniversaire des 21 ans de Cassie, Diddy a franchi une première fois la limite et l'a entraînée aux toilettes pour l'embrasser contre son gré. Elle s'est défendue, s'est immédiatement enfuie et n'en a parlé qu'à sa meilleure amie, par honte. Après cette agression, Diddy n'a plus lâché prise et a insisté pour sortir avec elle. Comme Cassie avait peur que d'autres refus aient des conséquences sur sa carrière musicale, elle a accepté en septembre 2006. Quand il est venu la chercher, Diddy était déjà ivre et a donné à Cassie une pilule qu'elle devait prendre sans lui dire que c'était de l'ecstasy. Puis il a conduit ivre jusqu'à un salon VIP où ils n'ont pas été admis parce que Diddy avait des ennuis avec les videurs, de sorte que Cassie est rentrée chez elle. Comme ce rendez-vous était un tel fiasco, Diddy a payé un promoteur pour créer un faux flyer annonçant que Cassie était l'hôte de la soirée, afin que Cassie prenne l'avion seule pour Miami, où Diddy l'attendait. Mais au lieu d'animer une soirée, Diddy lui a de nouveau donné des pilules et de l'alcool, jusqu'à ce qu'ils finissent par se retrouver au lit. C'est ainsi qu'a commencé la relation entre Cassie et Diddy, de presque 20 ans son aîné. Selon l'accusation de Cassie, Diddy a un problème énorme avec les drogues, telles que les opiacés, qu'il consommerait quotidiennement. Et à cause de sa consommation de drogue et d'alcool, Diddy serait très agressif et un maniaque du contrôle. Quand elle ne lui obéissait pas, il commençait à la frapper, parfois si fort qu'elle s'évanouissait. À cause des coups de Diddy et de sa forte consommation de drogue, Cassie a dû consulter un médecin. Même le résultat de l'IRM a été envoyé à Diddy pour que personne ne le sache. Et c'était toujours comme ça quand il blessait ou opprimait Cassie. Mais Diddy ne se contentait pas de passer ses agressions sur Cassie, il s'en prenait aussi à son entourage. Plusieurs situations sont mentionnées dans l'acte d'accusation, dans lesquelles Cassie a dû voir Diddy péter un plomb. Lors d'un incident où Cassie et Diddy consommaient à nouveau de la drogue dans la villa de Diddy à Los Angeles, la sécurité de Diddy a fait irruption et a annoncé que Suge Knight avait été aperçu au Males Drive Dinner à Los Angeles. Totalement défoncé, Diddy s'est habillé, a sorti plusieurs armes du coffre-fort et s'est rendu à l'endroit où il pensait trouver Suge Knight. Il est également indiqué dans l'acte d'accusation que Diddy a insisté au moins 2 fois pour que Cassie garde son arme dans son sac à main afin de montrer à quel point il était puissant et dangereux pour que Cassie continue à lui obéir alors qu'elle avait été battue à plusieurs reprises par Diddy pendant plus de 10 ans. Mais ce n'est pas tout, car maintenant vient pour moi le pire passage de l'acte d'accusation. Selon le témoignage de Cassie,
Didi avait à un moment donné tellement de contrôle sur elle qu'il pouvait lui faire tout ce qu'il voulait et la forcer à coucher avec d'autres hommes qu'il engageait et payait, pendant qu'il regardait. Ces séances, qui avaient parfois lieu toutes les semaines, étaient appelées freakouts ou FOs et étaient même planifiées par les assistants de Didi. Pour la rendre docile, on lui faisait ingurgiter toutes sortes de drogues et pendant l'acte, Didi lui disait ce qu'elle devait faire. Ces freakouts étaient même filmés par Didi, qui la frappait parfois pendant l'acte. Après l'un de ces freakouts, Didi a même été filmé par une caméra de surveillance de l'hôtel en train de frapper Cassie. Mais selon l'acte d'accusation, Didi a payé 50 000 $ pour les dommages causés à l'hôtel et pour l'enregistrement vidéo, de sorte que cet incident n'a jamais été rendu public. Même les amis de Cassie n'étaient pas à l'abri de Didi, car selon l'acte d'accusation, il a interrompu le dîner d'anniversaire des 29 ans de Cassie et l'a forcée à venir avec lui pour un freak-out. Comme elle ne voulait pas y aller, elle a été forcée par les gardes du corps de Didi et ramenée à l'hôtel après le freak-out où ses amis l'attendaient. Mais comme Didi avait consommé tellement de drogue, une dispute a éclaté entre lui et une amie de Cassie, si bien que Didi a attrapé l'amie par les jambes et l'a laissé pendre la tête en bas du balcon comme un enfant. C'est tout simplement incroyable. Je pense que chacun d'entre vous se demande maintenant pourquoi Cassie n'a pas simplement pris la fuite. Mais la dernière partie de l'acte d'accusation explique clairement pourquoi elle n'a pas pu partir. En 2011, Cassie a tenté de mettre fin à sa relation avec Didi et a rencontré peu après le rappeur Kid Cudi, avec qui elle a peu à peu développé une relation. Lorsque Didi l'a appris, il s'en est pris à Cassie et a pris un tire-bouchon avec lequel il l'a frappée à plusieurs reprises. Après cet incident, elle a disparu pour se réfugier chez Kid Cudi et chez sa mère, jusqu'à ce qu'elle rencontre Didi en février 2012 à la Fashion Week de Paris. Il lui a dit qu'il allait faire exploser la voiture de Kid Cudi et qu'il devait s'assurer que lui et ses amis seraient chez eux pendant ce temps. Et peu de temps après, la voiture de Kid Cudi a effectivement explosé devant son entrée. Bien sûr, ce genre d'action l'intimidait, alors elle faisait tout ce qu'il demandait. Jusqu'en 2017. À partir de là, elle réussit de plus en plus à éviter tout contact avec Didi, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent finalement dans un restaurant en septembre 2017 pour mettre officiellement fin à leur relation. Mais selon l'acte d'accusation, Didi a de nouveau tenté d'abuser de son pouvoir, ce qui a poussé Cassie à disparaître complètement. Mais Dieu merci, elle a rencontré peu après un homme qu'elle a épousé en 2019 et avec qui elle a eu 2 enfants. Sa nouvelle famille lui a donné la force de finalement porter plainte contre Didi après toutes ces années. We're following some breaking news right now. The New York Times is reporting that music mogul Sean Combs, better known as Puff Daddy or Diddy, is now facing a lawsuit from the singer known as Cassie, whose real name is Cassandra Ventura. Le 17 novembre, un jour seulement après la publication de l'acte d'accusation, Didi et Cassie ont pu trouver un accord à l'amiable, de sorte que les accusations contre Didi ont été abandonnées. Selon certaines rumeurs, Cassie aurait reçu environ 100 millions de dollars de Didi pour que toute l'affaire soit classée. Mais il restait encore 7 jours avant l'expiration de la loi sur les survivants adultes, de sorte que beaucoup ont flairé leur chance de justice ou de gagner beaucoup d'argent. Le 23 novembre, un jour seulement avant l'expiration de la loi, 2 femmes nommées Lisa Gardner et Joy Dickerson-Neal ont porté plainte contre Didi, affirmant que celui-ci aurait abusé de son pouvoir dans l'industrie musicale pendant plus de 30 ans. Selon les déclarations de Lisa Gardner, elle a rencontré Didi avec une amie en 1990 lors d'une soirée organisée par un label. Didi et son ami, un chanteur et compositeur nommé Aaron Hall, leur ont offert à boire et ils ont fait la fête ensemble. À la fin de la soirée, Didi et Aaron les ont invités à une after-party chez Aaron où elles ont continué à boire jusqu'à ce que l'ambiance change très rapidement. Après un certain temps, Didi l'aurait alors forcé à avoir des relations sexuelles. Et une fois qu'il aurait fini, Aaron Hall se serait également livré à des actes sexuels avec elle. Après cela, Didi et Aaron auraient encore abusé de leur ami. Mais ce n'était pas tout. Un jour seulement après les faits, Didi se serait rendu au domicile de Lisa. Comme Lisa ne voulait plus avoir affaire à lui, Didi se serait mis en colère et l'aurait étranglée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Selon ses dires, Didi aurait continué à la harceler par la suite, car il craignait que Lisa ne parle de l'agression. Par peur, elle n'en a parlé qu'à ses amis les plus proches et à sa famille. En raison de ces événements, Lisa aurait suivi un traitement pendant des années pour se remettre de ce traumatisme. Selon les déclarations de Joy Dickerson-Neal, elle a rencontré Didi lors d'un tournage vidéo où Didi se serait immédiatement jeté sur elle. Mais Joy aurait rejeté toutes les avances en raison des rumeurs sur la misogynie de Didi.
mais Didi aurait été si persévérant qu'elle a finalement accepté de dîner avec lui le 3 janvier 1991. Ils se sont rendus ensemble dans un restaurant de Harlem pour dîner, et lorsque Joy a dû se rendre aux toilettes, Didi aurait versé quelque chose dans son verre, de sorte que Joy ne pouvait même plus marcher seule. Selon ses dires, il se serait ensuite rendu dans un studio d'enregistrement où elle n'a même pas pu sortir de la voiture, raison pour laquelle Didi l'aurait ramenée chez elle, où il se serait ensuite livré à des actes de violence à son encontre. Elle aurait alors subi des blessures au niveau du bassin et l'ensemble de l'acte aurait été filmé par Didi. Joy aurait appris cela quelques jours après les faits par un ami qui aurait personnellement reçu la vidéo de Didi. À cause de cela, Joy aurait eu très honte et ne se serait pas rendue à l'hôpital ou à la police. Selon ses déclarations, elle aurait eu des problèmes psychologiques pendant des années après les faits et aurait même dû abandonner ses études universitaires. Avec cette déclaration, 3 femmes avaient déjà accusé Didi de faits très graves. Et l'intérêt du public n'a cessé de croître, de sorte que de plus en plus d'accusations contre Didi ont été rendues publiques. Après les accusations de Cassie, Lisa et Joy, une femme qui n'avait alors que 17 ans a également porté plainte. Dans le dossier, la victime a reçu le surnom de Jane Doe afin de protéger sa vie privée. Selon Jane Doe, elle a rencontré un ami de Didi dans une boîte de nuit près de Détroit alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle a ensuite pris l'avion avec lui pour New York dans le jet privé de Didi afin de le rencontrer. À New York, il se serait rendu dans le studio personnel de Didi, où ce dernier enregistrait un chanteur qui a quitté le studio peu de temps après, ne laissant que Jane, Didi et son ami. Selon le témoignage de Jane, il lui aurait ensuite donné de l'alcool et des drogues, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ne soit plus en état de discernement, et que Didi et son ami aient pu l'agresser. Et pour couronner le tout, la femme, surnommée Jane Doe, a pu prouver toutes ces allégations avec des photos qui auraient été prises cette nuit-là. Mais il n'y a pas que des femmes qui auraient été harcelées par Didi. Un producteur nommé Rodney Jones, alias Lil Rod, a également déposé une plainte qui a tout pour plaire. De toutes les poursuites, la plainte de 70 pages de Lil Rod est la plus folle et la plus accablante. Il incrimine non seulement Didi, mais presque tout le monde autour de lui, et ne fait aucune distinction entre les stars d'Hollywood et la famille de Didi. Selon les déclarations de Lil Rod, il a commencé à travailler avec Didi sur de la musique à partir de 2022 et a dû endurer pendant 1 an et demi les abus de Didi à son égard. Il a vécu avec Didi pendant des mois et aurait même produit 9 chansons pour son dernier album. Pendant cette période, Didi l'aurait régulièrement touché de manière indécente et aurait forcé Lil Rod à le regarder pendant qu'il le massait ou qu'il prenait une douche. Lil Rod a également déclaré que Didi avait essayé de le convaincre d'avoir des rapports sexuels avec lui. Comme Lil Rod refusait souvent, Didi lui a montré une vidéo d'un producteur nommé Stevie G, qui avait produit des chansons comme More Money, More Problems pour Biggie, dans laquelle on pouvait voir Stevie G coucher avec un autre homme. Comme Lil Rod était un grand fan de Stevie, Didi espérait pouvoir le convaincre de cette manière. Mais il a refusé à plusieurs reprises, si bien que Didi lui aurait même proposé des choses comme des parts dans ses affaires ou $250 000 pour du matériel de studio, afin que Lil Rod ne parle pas en public. Comme preuve, Lil Rod a envoyé des captures d'écran dans lesquelles on pouvait voir la vidéo de Stevie G en question. Je ne vais pas montrer les images ici, car j'essaye moi-même de les faire sortir de ma tête. Mais ce n'était que le début. Vous vous souvenez de la première partie où nous avons parlé des rumeurs concernant Usher et Didi? C'est exactement ces rumeurs que Lil Rod a confirmées dans son accusation. Selon ses déclarations, Didi lui aurait dit qu'il avait eu une relation avec 2 hommes célèbres. Un chanteur de R&B qui s'est produit au Super Bowl et un rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il s'agit d'Usher et de Meek Mill. Selon Lil Rod, il aurait même vu Usher, Meek et Didi faire la fête avec des mineurs sur un yacht. Il a également déclaré que Didi avait essayé de le draguer et de le mettre en contact avec d'autres hommes, comme par exemple l'acteur Cuba Gooding Jr. que vous avez tous sûrement déjà vu quelque part dans un film. Selon Lil Rod, Cuba Gooding Jr. l'aurait touché de manière indécente et n'aurait arrêté que lorsque Lil Rod l'aurait repoussé violemment. Ces déclarations ont également été étayées par des photos censées montrer comment l'acteur s'est attaqué à Rod. Cuba Gooding Jr. est également connu pour ses comportements agressifs, ce qui lui a valu d'être accusé par 3 femmes l'année dernière. Rod affirme en outre que Didi l'a drogué en février 2023 en versant de la drogue dans ses boissons. Rod se serait ensuite réveillé nu à côté de 2 prostituées et de Didi, sans se souvenir de la veille. Il a même donné les noms de certains trafiquants de drogue, comme Brandon Paul, qui a été arrêté à Miami le 25 mars alors qu'il s'apprêtait à monter à bord du jet privé de Didi. Lors de son arrestation, de la drogue a été trouvée dans son sac, mais il a été libéré après avoir payé une caution. Brandon a dû répondre de ses actes devant un tribunal, ce qui montre, je pense,
que la police prend très au sérieux toutes les déclarations de Lil Rod. Selon ses dires, Diddy paierait même plusieurs femmes par mois pour qu'elles se prostituent pour lui, comme par exemple la rappeuse Young Miami. Mais en plus de la drogue, des fêtes et des femmes, Lil Rod a également parlé des excès de violence dans lesquels Diddy était impliqué. Dans la première partie, je vous ai dit que P. Diddy pourrait être celui qui a tiré sur une femme au visage dans une boîte de nuit en 1999. L'arme n'a jamais été retrouvée et le rappeur Shyne a dû passer des années derrière les barreaux pour cet incident. Mais selon les déclarations de Lil Rod, Diddy lui aurait dit que c'était lui qui avait tiré dans la boîte de nuit et que J-Lo avait apporté l'arme dans la boîte de nuit qu'elle avait ensuite remise à Diddy et avait fait disparaître. Cela corrobore à nouveau la déclaration de la femme qui a reçu une balle dans le visage ce soir-là, qui affirme encore aujourd'hui que Diddy était le coupable. Rod aurait également été témoin de quelques accès de violence. Selon ses dires, il se trouvait avec Diddy dans un studio d'enregistrement à Los Angeles en septembre 2022 lorsqu'une dispute a éclaté entre Diddy, son fils Justin et un ami de Justin. La dispute s'est déplacée vers les toilettes où Rod a soudainement entendu un coup de feu puis a vu l'ami gisant sur le sol ensanglanté. Il l'a aidé à se relever et l'a installé sur les toilettes tandis que d'autres témoins appelaient une ambulance. Lorsqu'ils ont voulu emmener le blessé à l'ambulance, Diddy a donné des instructions strictes, leur disant qu'il ne devait pas mentionner son nom à la police, et qu'il devait prétendre que l'ami avait été touché par une voiture qui passait. Et c'est exactement ce que tout le monde a fait, de sorte que Diddy n'a jamais été inculpé. Ces déclarations ont également été accompagnées de photos montrant du sang dans les toilettes du studio. Selon les déclarations de Rod, le tireur serait soit Diddy, soit son fils. Et comme preuve, Rod a même conservé un vêtement de la victime sur lequel se trouve son ADN. Little Rod a conservé de telles preuves pour sa propre sécurité, car Diddy l'aurait menacé à plusieurs reprises. Il aurait dit des choses comme qu'il était prêt à tuer sa propre mère, qu'il n'aurait donc aucun mal à faire du mal à Little Rod. Diddy lui aurait aussi souvent montré des armes, et se serait vanté que son garde du corps, Fahim Mohamed, pouvait faire disparaître des gens sans problème. Little Rod s'est senti intimidé et a continué à chercher des preuves qui pourraient le faire tomber Diddy. Ceci nous amène à la partie de l'accusation qui a fait que Diddy est désormais comparé à feu Jeffrey Epstein. Outre le prince Harry, qui a été cité comme un habitué des fêtes de Diddy, ce dernier aurait également engagé une femme nommée Christina Korum qui s'est assurée que Diddy soit toujours approvisionné en femmes et en drogue, un peu comme Ghislaine Maxwell l'était pour Jeffrey Epstein. Christina serait la tête pensante de l'équipe de Diddy, qui planifiait tout très soigneusement et veillait à ce que les secrets de Diddy restent cachés dans l'ombre. Pour cela, les invités qui se rendaient aux fêtes de Diddy dans sa villa étaient surveillés 24 heures sur 24. En effet, Diddy aurait caché une caméra dans chaque pièce de sa villa, ce qui lui aurait permis de réaliser de nombreuses prises de vue secrètes de stars et d'athlètes, qu'il aurait utilisées à son avantage. Et malheureusement, comme pour Epstein, de jeunes femmes auraient également été impliquées dans l'affaire Diddy. Selon les déclarations de Rod, Diddy aurait organisé une listening party en Californie en juillet 2023 à laquelle il aurait invité de nombreuses femmes. Parmi ces femmes, au moins 5 auraient été âgées de moins de 16 ans. Pourtant, Diddy aurait distribué de l'alcool et des drogues et n'aurait pas vérifié les papiers d'identité. Comme Little Rod se sentait mal et voulait partir, Diddy lui aurait pris ses clés de voiture et l'aurait forcé à boire jusqu'à ce que Little Rod s'évanouisse et se réveille au lit avec une femme inconnue. Des captures d'écran et des vidéos ont également été présentées comme preuve de la soirée en question, montrant Diddy en train de danser avec une mineure. Même les fils de Diddy, Christian et Justin Combs, ont été poursuivis en justice. Christian, alias King Combs, a été poursuivi par Little Rod et par une femme nommée Grace Omar Kay, qui affirme que Christian l'a droguée en 2022 sur un yacht et a ensuite abusé d'elle. Et Justin Combs est cité dans le dossier comme étant une prétendue prostituée qui, selon le témoignage de Little Rod, aurait été engagée par Justin, ce qui est un délit en Amérique. Comme Little Rod aurait subi de nombreux dommages à cause de Diddy, il a réclamé 30 millions de dollars de dommages et intérêts à Diddy et à son entourage. En effet, outre Diddy, ses fils et ses collaborateurs, des labels tels que Motown, Universal ou Love Records ont également été poursuivis par Little Rod car il est convaincu qu'ils ont aidé Diddy dans ses activités illégales pendant des années afin qu'ils puissent en profiter eux-mêmes à la fin. Il a ainsi accusé Diddy et son entourage d'être une organisation criminelle, ce qui a fait de toute l'accusation une affaire fédérale. En mars 2024, les fédéraux ont fouillé toute la propriété de Diddy à la recherche de preuves telles que des cassettes vidéo, des ordinateurs portables ou d'autres objets susceptibles de corroborer les déclarations des plaignants. Pendant la perquisition,
Les premiers portails d'information ont déjà rapporté que Diddy s'était enfui à l'étranger avec son jet privé. Et après cela, beaucoup ont été convaincus que Diddy était coupable. Pourtant, Diddy ne s'est jamais enfui, car peu après la diffusion de la nouvelle, son jet a été aperçu sur une île des Caraïbes appelée Antigua. Et Antigua a une loi d'extradition avec les États-Unis. Cela signifie que si un criminel fuit les États-Unis pour trouver refuge à Antigua, il est immédiatement arrêté et extradé. Donc si Diddy avait voulu s'échapper, il y aurait eu un nombre incroyable de pays où il aurait été en sécurité en tant que multimillionnaire. Mais le fait est que Diddy a été condamné jusqu'à présent. Malheureusement, on trouve beaucoup de fausses nouvelles sur internet, comme des enregistrements audio de Meek et Diddy, car tout le monde veut vraiment profiter de Diddy en quelques clics. Bien sûr, Diddy et son entourage rejettent toutes les accusations. Nous devons donc continuer à attendre qu'un jugement soit rendu. Mais maintenant que nous avons examiné toutes les accusations portées contre Diddy et passé au crible chaque aspect de sa vie, j'ai essayé de rester aussi neutre que possible afin que vous puissiez vous faire une idée de toutes les accusations qui ont été portées contre lui. C'est pourquoi j'attends avec impatience vos commentaires. Qu'en pensez-vous ? Toutes ces accusations ont-elles été portées dans le seul but de gagner rapidement beaucoup d'argent ? Ou Diddy est-il vraiment un monstre dont les secrets sont en train d'être révélés ? Dès que les audiences seront terminées, j'essaierai bien sûr de faire une troisième partie. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Got it.